Bienvenue à tous dans ce grand cours à tort sur les neurosciences comportementales dans votre vie. Et dans ce premier épisode, nous allons voir en quoi maîtriser les bases des neurosciences comportementales émancipe l'être humain de manière globale. Mais en introduction de ce cours, je souhaite vous raconter une légende indienne nommée le dilemme de Sita. Sita est une jeune indienne mariée à un riche marchand, mais dans le même temps, elle est amoureuse d'un jeune et beau forgeron. Il se trouve que le riche marchand et le jeune forgeron sont meilleurs amis, partagent beaucoup de choses et n'ont généralement pas de secret l'un pour l'autre. Un jour, le jeune forgeron, ne pouvant donc plus vivre avec cette situation, décide d'en parler à son ami. Face à cette vérité difficile à supporter sur leur relation commune avec Sita, les deux hommes prennent une décision dramatique et lourde de conséquences, celle de mettre fin à leur vie en se tranchant la tête. Évidemment, Sita finit par découvrir le massacre et dans sa détresse implore la déesse Kali de leur redonner vie. Dans l'hindouisme, Kali est la déesse de la préservation, de la transformation et de la destruction. Celui ou celle qui la vénère est notamment libéré de la peur de la destruction. C'est dans le but de sauver les deux hommes de cette autodestruction que Sita implore Kali. La déesse lui ordonne alors de remettre en place les têtes des deux jeunes hommes, ce qu'elle fait, mais dans la précipitation, Sita se trompe et replace les mauvaises têtes sur les mauvais corps. Quand les deux hommes sont ressuscités par Kali, lequel est le marchand, lequel est l'amant? Ils n'ont dès lors plus leur tête ou plus leur corps, c'est au choix selon la perspective avec laquelle on souhaite observer cette situation. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup ce mythe. Le dilemme de Sita illustre parfaitement le problème des relations psychisme et corps. En réalité, la tête et le corps contribuent tous les deux à la personnalité de manière indissociable. Les opposer ou traiter seulement une partie des deux, à la fois, ne permet pas de profiter pleinement du potentiel de notre être. Conscientiser un maximum de processus liant les deux donne à l'individu de manière globale plus de liberté dans ses choix, ses actions et son quotidien en tant que citoyen de ce monde. Si l'étude du cerveau est ancienne, le mot neuroscience est récent. Il date des années 1970. Il désigne l'ensemble des disciplines scientifiques et médicales étudiant le système nerveux. L'objectif des neurosciences reste toujours le même, comprendre le fonctionnement du cerveau et ses principes d'organisation. Poursuivre cet objectif nécessite de développer des nouvelles techniques d'acquisition de données, de manipulation et d'analyse, mais aussi de rester conscient que la compréhension du système nerveux est un domaine récent, face à la complexité du sujet et que le long terme est la référence. L'analyse du cerveau peut être explicitée via les domaines suivants: moléculaire, cellulaire, intégré, comportemental et enfin cognitif. Les domaines moléculaires et cellulaires font partie de la neurobiologie, qui est un sous-domaine de la biologie et des neurosciences. Le niveau moléculaire correspond à l'étude des différentes molécules qui permettent le fonctionnement cérébral, comme par exemple les messagers permettant les communications entre les neurones, les molécules qui contrôlent les entrées et sorties, les substances qui permettent la croissance du neurone, etc. La neurobiologie cellulaire étudie de son côté les propriétés du neurone, de son développement. Puis, il y a le domaine dit des neurosciences. Et il y a 3 niveaux d'étude des neurosciences. Les neurosciences intégrées, comportementales et cognitives. Les neurosciences intégrées concernent l'exploration des systèmes neuroniques qui forment des ensembles, comme les systèmes sensoriels ou encore le système moteur. Ces circuits permettent la réception des informations sensorielles, les analysent et décident et ordonnent les mouvements. Les neurosciences comportementales correspondent quant à elles à un niveau d'analyse plus global, centré sur la recherche des bases biologiques des comportements. Elles posent pour leur part de nombreuses questions sur le rôle des systèmes neuroniques dans l'élaboration de comportements intégrés, sur les bases neurobiologiques de la mémoire, sur les bases d'action des drogues qui modifient entre autres l'humeur, le psychisme et les comportements, mais également sur la formation des rêves. Enfin, les neurosciences cognitives étudient les mécanismes neuronaux des activités mentales comme le langage, les représentations mentales, la conscience ou en termes plus généraux, les relations entre le cerveau et la pensée. Elles font partie des sciences cognitives qui incluent la psychologie cognitive, l'intelligence artificielle ou encore la robotique. Les neurosciences ont effectué des avancées extraordinaires depuis une quinzaine d'années et sur cette base de progression,
la recherche en neurosciences présente certaines particularités d'analyse concernant la multidisciplinarité que nous aborderons dans ce cours. Durant celui-ci, je vais concentrer votre attention avant tout sur les neurosciences comportementales. Bien que des ponts existent évidemment entre ces différents domaines, et que je ferai par moments des allers et retours entre eux, afin d'être le plus explicite possible. Nous allons maintenant passer en revue l'ensemble des épisodes de ce cours, afin que vous puissiez vous immerger dans les sujets que nous aborderons, et ainsi avoir une vue globale sur pourquoi maîtriser les neurosciences comportementales émancipe l'être humain de manière globale. Dans le second épisode, nous ferons un bilan complet sur le fonctionnement cognitif de l'être humain et sur l'anatomie cérébrale en général, vous permettant ainsi de replacer les éléments de langage et les connaissances de base nécessaires à une bonne maîtrise du sujet. Nous nous intéresserons aux neurones et comment fonctionnent-ils? Quels sont leurs rôles? Que représente réellement le terme connexion synaptique? Et quel est le rôle des neurotransmetteurs dans la chaîne de transmission de l'information? Qu'est-ce que sont les cellules gliales? Sont-elles si importantes que les dernières découvertes le prédisent? Il sera aussi question de comprendre comment est constitué le cerveau et que consomme-t-il pour fonctionner? Et avons-nous réellement la capacité d'améliorer nos performances cognitives? Cet épisode constituera la base de compréhension de nos fonctionnements et posera les jalons d'une réflexion plus grande, en mettre en perspective avec nos quotidiens. Dans l'épisode numéro 3, nous déconstruirons ensemble les principaux neuromythes et il y a de quoi faire à ce niveau. Y a-t-il une différence entre cerveau droit et cerveau gauche? Utilise-t-on vraiment 10% de nos capacités cognitives? Le cerveau est-il multitâche? Existe-t-il vraiment 3 styles d'apprentissage, nommés visuel, auditif et kinesthésique? Tout se joue-t-il vraiment dans la petite enfance en matière d'apprentissage? Est-il possible d'apprendre en dormant? Les hauts potentiels intellectuels sont-ils plus intelligents que la moyenne? Avons-nous en réalité 3 cerveaux? Ou encore, la taille du cerveau influence-t-elle l'intelligence? Nous verrons ensemble si ces affirmations sont en partie vraies ou pas du tout, si elles sont responsables de croyances qui façonnent une certaine vision du fonctionnement de l'être humain, et surtout, nous tâcherons de poser un regard neuf et précis sur ces sujets. Au cours du 4e épisode, nous verrons comment les biais cognitifs impactent notre représentation d'une situation ou d'un contexte, leur utilité, mais aussi leurs limites, et s'il existe des solutions pour être moins sous leur emprise quand cela n'est pas nécessaire. Nous ferons le point sur plusieurs biais comme l'effet de contraste, le biais de négativité, l'effet de halo, pourquoi le biais de statu quo crée de l'immobilisme, ou encore comment le biais d'attention influence nos prises de décision. Nous ferons également un focus sur les biais de disponibilité, nommés également ce qu'on voit et rien d'autre, le biais de confirmation, celui de faux consensus ou encore d'association. Pour chacun de ces biais, nous analyserons ensemble pourquoi ils sont une sorte de déviation dans le traitement cognitif d'une information et comment ils viennent influencer la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Durant l'épisode numéro 5, nous aborderons le sujet du stress vu sous le prisme des neurosciences. Qu'est-ce que les sciences cognitives peuvent nous apprendre sur le stress et quel regard ont-elles sur ce mécanisme? Nous verrons notamment les différents types de stress qui existent, ponctuels ou chroniques, que l'un est utile à l'action quand l'autre est un fardeau quotidien. Quelles sont les différences symptomatiques entre le stress d'origine physique, celui d'origine mentale ou encore émotionnelle? Partons de ce constat. Y a-t-il un bon et ou un mauvais stress, comme nous pouvons l'entendre régulièrement? Nous analyserons ensemble quels sont les différents types de comportements en réaction au stress, qu'un même contexte peut créer des comportements différents chez les individus, et que chacun met en place une stratégie comportementale entre les dynamiques de lutte, de fuite ou d'inhibition, en rapport avec sa propre perception de la situation. Dans l'épisode suivant, nous continuerons toujours sur le stress vu par les neurosciences, et nous évoquerons ensemble comment agir sur les 3 types de comportements que peut générer une situation de stress. Nous verrons comment décoder les comportements avec l'approche neurocognitive et comportementale et comment celle-ci permet de gérer des contextes de crise. Lorsqu'une situation déclenche un mécanisme d'autodéfense et donc de stress, quelles sont les meilleures options pour retrouver rapidement le calme et me permettre une analyse et une gestion plus efficace de cette situation? Quel comportement je peux avoir lorsqu'il s'agit d'accompagner une personne en situation de stress?
comportement que l'on nomme la gestion relationnelle du stress. Nous verrons dans cet épisode que notre cerveau est formaté en territoire, que certaines approches des neurosciences cognitives et comportementales appellent les gouvernances cérébrales. Je vous détaillerai chacune de ces gouvernances, leurs fonctions, leur utilité, leur champ d'action, mais aussi leurs limites, si nous ne faisons pas en sorte de nous adapter au contexte que nous rencontrons quotidiennement. Au cours de l'épisode 7, il s'agira de voir comment nous adaptons-nous dans un environnement en changement constant. Sommes-nous réellement aversifs au changement, comme souvent évoqué, ou est-ce plus complexe que cela? Les neurosciences explicitent cela parfaitement et nous ferons le tour de ce sujet. Toujours en rapport avec cette notion de changement et d'environnement, en mouvement perpétuel, nous nous intéresserons à nos modes mentaux, dits automatiques, et à ceux nommés adaptatifs, et à quelle utilité chacun correspond. Bien évidemment, je vous expliquerai en détail comment basculer d'un mode mental à un autre pour pouvoir faire face plus aisément à des situations changeantes ou que vous maîtrisez plus difficilement. Dans le 8e épisode, nous ferons dans un premier temps un saut dans le passé, précisément à l'origine de notre fonctionnement cérébral actuel, pour comprendre dans quel but s'est développé le cerveau tel qu'il fonctionne aujourd'hui, à savoir la mise en mouvement du corps et de manière plus globale, celle de l'être humain. Loin des idées reçues qui pensent que notre cerveau sert avant tout à planifier et à prévoir, il sert avant tout à mettre le corps en mouvement, et cette mise en mouvement est parmi les fonctions les plus complexes de l'être humain. Pour corroborer cet état de fait, nous opposerons volontairement intelligence artificielle et intelligence humaine, et nous verrons que si l'intelligence artificielle est aujourd'hui plus forte, par exemple sur sa capacité à calculer ou à prévoir certaines données, sur bien d'autres sujets, l'intelligence humaine est supérieure et le sera encore pour longtemps, si nous gardons nos incroyables capacités à pouvoir conscientiser nos propres comportements. Nous verrons précisément que les intelligences artificielles sont à des années-lumière de la capacité de nos cerveaux en mettre en mouvement le corps. Pour terminer ce chapitre sur l'origine de notre fonctionnement cérébral, nous nous intéresserons sur la façon dont l'être humain perçoit le monde et à quel point cette notion est personnelle et surtout subjective. Sujet suivant, nous verrons l'impact que peuvent avoir les sociétés modernes sur la surcharge mentale. Loin de la critique du monde moderne, il sera davantage question d'analyser comment nos sociétés nous influencent, quelles en sont les conséquences et ce que nous pouvons faire pour mieux appréhender ces enjeux et ce qui en résulte. On y verra dans la continuité de l'épisode précédent que la structure cérébrale est en mouvement. Dès lors, quel effet produit l'accélération de la société? Comment notre rapport au temps évolue et affecte notre cerveau au quotidien, dans un contexte en accélération constante? Quels enseignements les neurosciences peuvent nous amener sur la gestion de cette surcharge cognitive? Avons-nous des solutions à notre disposition pour libérer de l'espace mental? Pouvons-nous encore gagner des ressources attentionnelles? Et si oui, quelles sont les solutions à cela? Nous en parlerons dans cet épisode numéro 9. À ce moment-là, nous serons à la moitié de ce cours et nous aborderons cette seconde partie par un vaste et passionnant sujet, à savoir les processus par lesquels nous prenons nos décisions au quotidien. Il s'agira de la première partie d'une série de 3 épisodes consacrés à l'ensemble des processus qui impactent nos prises de décision. Nous poserons les bases de compréhension de ce qu'est réellement la prise de décision. Nous évoquerons comment et combien de décisions nous prenons par jour et quelle est la part de décision consciente et inconsciente pour chacun d'entre nous. Vous serez aussi rapidement capable de comprendre à quel point la valeur que nous donnons aux choses influence le potentiel de décision en faveur ou en défaveur de ces dites choses. L'accent sera également mis sur les émotions et le pouvoir qu'elles prennent quand il s'agit de faire des choix. Nos pensées rationnelles et nos pensées plus émotionnelles ont-elles le même impact sur nos décisions? Tous ces mystères seront levés après ces épisodes. Nous terminerons par passer en revue le processus qui permet de maîtriser la connaissance du fait que chaque individu vit dans son propre système de représentation. Évidemment, si tel est le cas, alors nous oserons poser la question suivante. La réalité de chacun est-elle subjective? Je vous l'ai dit, ce sujet est passionnant et le comprendre changera pour toujours votre manière de vous percevoir et de percevoir votre rapport à l'autre. Dans l'épisode 11, de par les éléments vus dans le chapitre précédent,
nous essaierons de comprendre pourquoi pouvons-nous estimer que nous sommes tous de grands addicts. Et si nos décisions étaient toujours prises par addiction à certaines substances et à certains potentiels. Nous aurons également dans cet épisode un sujet spécialement conçu autour des différences entre nos perceptions cérébrales et nos représentations mentales. Et comment la prise de décision, nos choix, sont guidés par ces deux notions fondamentales. Nous allons expliciter et comprendre le potentiel addictif de toute chose pour nos cerveaux et comment ce potentiel guide nos choix. Dans un registre, dirons-nous, plus chimique encore, il sera nécessaire de démontrer le rôle dans nos choix du cocktail cortisol plus noradrénaline. Puis, à l'opposé, la fameuse dose. Dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Quel rôle ces hormones jouent également dans nos prises de décision? Dernier épisode concernant la prise de décision, le numéro 12, dans lequel nous allons faire un focus très important sur les contextes de prise de décision et sur notre attention. Nous verrons que certains contextes sont plus propices à la sécrétion des hormones telles que la dopamine, la sérotonine ou encore l'ocytocine, mais aussi qu'à contrario, certaines situations sont génératrices d'une frustration de ces mêmes substances, essentielle à notre survie. Dès lors, la sécrétion ou la frustration de ces hormones influence-t-elle nos décisions? Nous répondrons à toutes ces interrogations. Le second focus de cet épisode concerne notre attention. Et il est essentiel de comprendre que les sujets, les environnements ou les situations sur lesquels je pose mon attention jouent un rôle primordial, pour ne pas dire essentiel, sur la représentation du monde que j'ai. Quand je parle de représentation du monde, j'entends par exemple la représentation d'un contexte, d'un événement, en définitive, d'une situation donnée. Les concepts de saillance attentionnelle, ce qui est saillant pour soi, que l'on remarque sur un élément, une chose, une situation, ainsi que l'effet pop-out que cela crée dans notre esprit, est primordial à comprendre pour gagner de la liberté dans ce que vous amenez à votre conscience et dans les choix que cela implique ensuite. Nous évoquerons en détail ces deux concepts de saillance attentionnelle et d'effet pop-out que je viens de mentionner. Enfin, nous verrons des méthodes pratico-pratiques pour renforcer son attention, que ce soit dans des contextes personnels ou professionnels. La capacité de renforcer son attention est essentielle si vous souhaitez augmenter votre pouvoir décisionnel personnel. Une fois les processus décisionnels passés en revue, nous plongerons dans l'univers cognitif de l'apprentissage. Nous commencerons par débunker certains mythes à ce sujet, pour repartir sur des bases saines concernant nos modes de mémorisation et nos capacités réelles quand il s'agit d'apprendre et de retenir une information. Acquérir du savoir nécessite des processus particuliers, de la méthode et des connaissances profondes. À la question « Avons-nous réellement les bonnes habitudes d'apprentissage ?» la réponse est très souvent non. Pourquoi? Car on ne nous donne pas les bonnes façons de faire. Comment apprend-on? Comment une information s'intègre à long terme dans notre mémoire? Y a-t-il des techniques qui permettent de s'assurer que le savoir sera acquis, mémorisé à vie, et que vous serez en capacité de le restituer parfaitement? Nous balayerons l'ensemble de ces grandes questions. Nous ferons un point sur le rôle du sommeil dans la consolidation du savoir. Que se passe-t-il si nous avons un sommeil non récupérateur? Et quels impacts cela peut avoir sur notre mémoire? Puis, nous finirons cet épisode 13 sur l'explication de la meilleure technique validée par les neurosciences pour un maintien de la connaissance optimale. Oui, il est possible d'enregistrer quasiment l'intégralité du savoir que vous souhaitez si vous mettez en place la bonne méthodologie. Ce n'est pas une recette miracle, c'est une recette qui demande de la rigueur et du sérieux, mais qui fonctionne. À l'issue de cet épisode, vous serez immédiatement en mesure de la mettre en place et de l'expérimenter par vous-même. Dans le 14e épisode, nous prendrons la direction du management. À l'ère de la volonté toujours plus forte d'autonomie des collaborateurs, des transformations organisationnelles, quel est le rôle des managers et peut-on encore sauver le management? Nous ferons un tour d'horizon des changements de paradigme auxquels nous faisons face actuellement et quel rôle ont à jouer les individus en positionnement de manager. Nous inclurons dans notre analyse différents types d'intelligence, non suffisamment pris en compte dans la réflexion managériale et qui ne peuvent plus être laissés de côté si le management veut survivre à la révolution sociétale que nous traversons. Nous verrons la force de l'intelligence collective, que son pouvoir de performance est énorme et qu'elle peut même être mesurée
et quantifiée. Nous évoquerons également l'intelligence émotionnelle, ce que les neurosciences ont à apporter à cette notion, et pourquoi le management doit s'en saisir de toute urgence. Le management du monde moderne, c'est aussi la capacité à comprendre que l'apprentissage des adultes, dans le monde professionnel, est désormais un processus continu. Nous avons la capacité cérébrale d'apprendre tout au long de notre vie, et la grande majorité des individus souhaitent enrichir leurs compétences tout au long de leur carrière. Je vous parlerai donc de transformations que doivent mettre en place les organisations pour accompagner ce besoin des collaborateurs. Je vous expliciterai la notion d'apprentissage autorégulé, qui doit également être mis au service de la formation des adultes, que ce soit dans le cadre de changement de carrière ou pour la montée en compétences au sein d'une structure. Pour finir cet épisode, nous ferons un premier point sur la motivation, comment la créer, la maintenir durablement grâce aux neurosciences, et comment elle permet de garder les équipes engagées. L'épisode suivant est en lien direct avec le management, puisqu'il s'agit d'évoquer le sujet du neuroleadership. Que veut dire réellement leadership dans le cerveau? D'un point de vue cognitif, que comprennent nos cerveaux de ces notions de leader? Le but de cet épisode est de donner les recettes d'un leadership authentique, d'un leadership qui se base sur le respect des principes cognitifs de chaque individu et qui permet à chacun de grandir. Leadership et management ont de véritables différences et nous verrons lesquelles. Aussi bien sur le plan de l'action du quotidien que des objectifs qu'ils poursuivent, ces deux principes répondent à des enjeux différents et prennent racine dans des contextes bien distincts. Pour pouvoir développer son leadership, les hard skills, nos compétences au poste, ne suffisent pas. À la lumière des neurosciences, ce sont désormais les soft skills qui font la différence face aux enjeux de société actuels. Ils s'apparentent, quant à eux, aux qualités humaines, relationnelles et émotionnelles, et donnent une véritable dimension supplémentaire quand il s'agit de guider un groupe, une équipe, vers un objectif commun. Enfin, pour finir, je vous parlerai d'une zone personnelle à connaître, un espace dans lequel vous excellez tous. Si vous ne la connaissez pas encore chez vous, vous n'êtes tout simplement pas dedans, il n'est jamais trop tard pour la découvrir. Tout le monde en possède une, il suffit de la découvrir. Cette zone, c'est la zone de génie. Savez-vous quelle est votre zone de génie? 16e épisode cap sur un sujet majeur du XXIe siècle. Un sujet majeur de notre actualité et de notre futur proche à tous. Que peuvent nous dire les neurosciences sur la biodiversité, les enjeux climatiques et sur l'environnement au sens large? Nous répondrons ensemble à une question qui fait du bruit dans l'univers des neurosciences. Nos cerveaux sont-ils éco-responsables? Pour y répondre, je commencerai par faire un rapide bilan des impacts globaux de nos comportements, qui trop souvent sont autodestructeurs envers notre maison, la Terre. Je répondrai aux interrogations qui peuvent se poser sur le lien réel qu'il y a entre écologie et neurosciences. Comment les sciences cognitives, par le regard qu'elles permettent sur nos mécaniques comportementales, peuvent nous éclairer sur les raisons du pourquoi nous ne faisons pas tout ce que nous pourrions faire pour créer un monde à la fois plus prospère et plus respectueux de la nature. Vous verrez que sur ce sujet, les neurosciences donnent des clés de compréhension que je serai ravi de vous partager. Mais dans le même temps, je mettrai un point d'honneur à être clair sur le fait de tout ramener au cerveau, comme certaines tendances ont essayé de le faire récemment. Quels sont les dangers de tout lier systématiquement à celui-ci pour expliquer nos comportements? Nous ferons un point à ce sujet. Puis, pour finir sur notre rapport à la nature, nous verrons comment, en utilisant les neurosciences à bon escient, nous pouvons agir pour avoir un impact sur le réel. Vous aurez l'opportunité de comprendre que chacun d'entre nous a sa part à jouer, et qu'il s'agit davantage de transformer la représentation des discours que nous avons pour déclencher, même chez les plus récitants, l'envie d'avoir un impact. Vous l'avez compris, avec le sujet environnemental, nous basculons dans une dimension citoyenne, et nous regardons ce que les neurosciences ont à nous apporter sur ces enjeux communs. L'avant-dernier épisode est dans la même dynamique. Prendre un sujet hautement citoyen et regarder ce que les sciences cognitives en disent et si elles ont un regard unique et omniscient sur le sujet en question. La politique et l'économie font partie de ces sujets qui concernent tout un chacun. La mise en relation de ces thèmes avec les neurosciences porte deux désignations non officielles: neuropolitique et neuroéconomie. Allons-nous vers un interventionnisme neuroscientifique? Nous commencerons par expliquer ce qu'est la neuropolitique. Le terme étant plutôt récent et encore peu connu du grand public, il paraît nécessaire d'apporter des précisions sur nos orientations, nos préférences et nos choix politiques. La politique échappe-t-elle à la rationalité comme nous l'avons vu ensemble sur les mécanismes de choix, ou au contraire,
est-elle soumise aux mêmes lois cérébrales? Je ferai le même exercice pour la neuroéconomie en mettant Homo economicus face à ses émotions. Je ferai le même exercice pour la neuroéconomie en mettant Homo economicus face à ses émotions. Quand l'aspect financier entre en jeu, quelle part accorde-t-on à la raison et quelle part aux émotions? Quand il s'agit de politique économique globale, l'importance des enjeux influence-t-elle positivement ou négativement les acteurs en position de prendre des décisions? Après avoir répondu à ces questions, nous ferons le point sur discerner réellement si ces désignations de neuropolitique et neuroéconomie sont réellement des chemins de recherche ou de simples neuromanias de plus. Un regard sincère et détaché s'impose à ce sujet. Allons-nous vers une société où les neurosciences peuvent tout expliquer, une sorte de neurosociété? Enfin, pour terminer ce grand cours Sator, nous regrouperons dans un dernier épisode l'ensemble de ce que nous avons vu. Nous verrons comment appliquer ce cours dans son quotidien, dans votre quotidien. Comment prendre le meilleur des neurosciences et les utiliser dans un maximum de contextes possibles. Je vous donnerai des clés pour conscientiser davantage les mécanismes inconscients de votre cerveau. Je souhaite que vous puissiez devenir, grâce aux neurosciences, des êtres plus conscients au quotidien, que vous posiez un regard neuf sur la société en général. Vous découvrirez comment augmenter votre vigilance pour comprendre les mécanismes cachés de la pensée et en faire des alliés pour hacker vos cerveaux et transformer vos vies. Je vous donnerai les outils pour entretenir votre plasticité cérébrale. Vous pourrez constater par vous-même que la plupart des choses à mettre en place sont simples et évidentes, mais qu'il faut pour les réussir désapprendre des habitudes que nous avons bien ancrées. Hacker son cerveau, c'est aussi cela. Enfin, nous verrons qu'un recalibrage de certaines fonctions de vos cerveaux est possible. Nous verrons comment créer de nouvelles habitudes, comment mieux porter son attention sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et enfin, pour se quitter en douceur, nous parlerons de repos. Car bien que l'être humain soit une espèce en mouvement et dans l'action, nos cerveaux ont besoin de temps off. Aucun organisme ne possède des capacités illimitées et nous n'échappons pas à la règle. Alors il faut apprendre à se donner du temps dans une société qui nous pousse à croire que nous en manquons cruellement. Comme la lame d'un couteau, nous devons parfois arrêter de nous servir de l'outil pour l'aiguiser à nouveau. Vous apprendrez aussi à aiguiser vos cerveaux. Puis, comme pour chaque cours Sator, une fois que vous aurez terminé votre formation, vous recevrez automatiquement un diplôme et vous aurez accès à la communauté des autres diplômés de ce cours. J'y aurai plaisir à répondre à vos questions, à suivre et relire vos articles pour ceux qui le veulent, à vous rencontrer à l'occasion d'événements Sator, locaux ou nationaux. Bon cours à vous, soyez assidus, de véritables cérébraux curieux, et souvenez-vous que c'est en cherchant à mieux vous connaître et à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons que vous participez directement à façonner le monde de demain.